pour introduire l'intervention de ce matin, parce que c'est pas moi qui vais intervenir, c'est Chloé qui est avec nous, qui va vous parler du sujet ce matin, mais juste vous donner un peu le cadre d'intervention. On est dans le cadre d'un projet qui s'appelle Awake, qui est un projet porté par, qui est un projet européen dans lequel on est aujourd'hui avec 4 partenaires plutôt des pays nordiques pour travailler sur la construction de modules de formation à destination des artistes euh, sur les logiques un peu des démarches entrepreneuriales dans le lien avec le secteur, ce qu'ils vont eux qualifier de well-being, mais au final, on est vraiment sur ces questions en gros de culture et santé au sens large et sur comment est-ce que en gros on arrive à accompagner les artistes dans leur professionnalisation sur notamment sur les enjeux économiques des projets culture et santé. Donc, dans le cadre de ce projet, on a notamment, il y a eu la réalisation qui est en cours en ce moment encore d'ailleurs, la réalisation d'un guide pratique, enfin d'un guide pratique, d'un guide avec des projets inspirants au niveau européen pour venir un peu nourrir des idées de c'est quoi les modèles économiques qui ont été mis en place, en sachant qu'on est dans des contextes au niveau européen qui sont radicalement différents mais qui permettent en tout cas d'avoir un peu de visibilité sur différentes manières d'appréhender les choses. Et là, on a commencé à lancer donc, ces temps un peu de webinaires courts en ligne, de manière à ce que ça soit accessible. Alors, je ne pense pas qu'on ait grand monde en dehors de la France avec nous ce matin, parce que nous, on a décidé de le faire quand même en français. Mais il faut savoir qu'il y en a d'autres qui se tiennent dans les autres pays européens en anglais, pour celles et ceux qui sont à l'aise au niveau linguistique là-dessus. Et qu'on organisera un grand temps, plutôt au mois de juin, de travail collectif sur l'ensemble des sujets qu'on va traiter. Donc nous, là, on en a deux. On a celui de ce matin sur la question de sur la question de la recherche des financements. Et on en aura un autre sur la question oui, sur la question de la mesure d'impact social des projets culture et santé. Voilà, je vais essayer de passer vite parce qu'au final, on a un temps assez limité et beaucoup de choses à se dire. Donc juste, je vais donner directement la parole à Chloé qui va intervenir ce matin. Chloé, je te laisse te présenter, puis je te laisse la main. Oui, merci beaucoup. Merci Clara. Je vous remercie à toutes et à tous d'être venus ce matin et au Pôle Culture et Santé de m'avoir invité pour cette première masterclass sur effectivement la recherche de financement pour le projet Coopération Culture et Santé. Donc moi, je suis Chloé Versini, je suis chargée du mécénat d'une association qui s'appelle les Clowns Stéthoscopes, qui est une association qui existe depuis 25 ans de clowns professionnels en milieu de soins qui intervient dans 7 services pédiatriques quotidiennement et également dans 4 EHPAD de la région Nouvelle-Aquitaine. Et j'ai été élue l'année dernière référente des chargés de mécénat de notre fédération qui regroupe environ 20 associations sur tout le territoire français. Donc, pour commencer un petit peu cette masterclass, j'ai une question générique à vous poser. Donc, le mécénat, la recherche du financement, qu'est-ce que ces termes évoquent pour vous? Donc, on va faire un nuage de mots et je vous invite à marquer dans le chat, en fait, plutôt Oui, le chat. qu'à l'oral. Qu'est-ce que cela vous évoque? Ça peut être plein de mots différents, plein de termes différents. Donc, n'hésitez pas à inscrire dans le chat ce que ces termes évoquent pour vous. Vous pouvez également aller directement sur le lien qu'il y a sur la page. J'arrive pas. Je vais vous le mettre en direct. Ah, c'est là. Oh, ça y est, le chat commence à bien fonctionner. On voit Donc, plein je de vois rien. termes différents qui arrivent, donc c'est chouette. On aura 2 temps comme ça de partage et de petits ateliers, ce temps-là et un deuxième temps sur, voilà. Alors, don, soutien, j'ai vu partenariat, fonds privés, appel approché, rescrit fiscal, bien sûr, moyens financiers. Ah, c'est intéressant, il y a la notion d'éthique aussi qui est très, très, très importante. On la verra un peu plus tard. Budget, vie pour les résidents, défiscalisation, bien sûr, fondation. En fait, ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est qu'on voit effectivement euh,
ça balaye quelque chose de très, très large, hein. On croit que c'est effectivement qu'une notion de financement, mais difficile à mobiliser. Ça, je l'entends absolument. Travail de longue haleine. Compétences, oui, effectivement. Aujourd'hui, le métier de chargé de mécénat est un vrai métier qui est reconnu par l'État français, c'était pas le cas il y a encore quelques années. Public et privé, absolument. On verra ça un petit peu plus tard aussi. Monde méconnu, effectivement, il y a plein d'associations qui n'ont pas encore de structure professionnalisante sur ce volet-là de recherche de fonds. Euh, ok, super. Partenaire, travail de longue haleine. Effectivement, c'est un travail de longue haleine. Ça me fait toujours rire quand on a des, des gens en interne qui vous disent alors le chèque, tu as ramené combien? Ben, ça se fait pas comme ça de construire une stratégie de mécénat. Nous reconnaissons les structures non conventionnées, trouver des axes justes, la défiscalisation, promotion. Ok, ben, je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre rapport ce matin. C'est tout ce qu'on va essayer de voir en fait de manière synthétisée. Comme vous le disiez, Clara, il y aura une formation sur le sujet qui aura lieu, mais sur 3 jours, qui sera beaucoup plus longue et on ira bien dans le détail. Là, c'est vraiment balayer un petit aperçu de, de ce qu'est le mécénat et les différentes notions. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, c'est une définition générique qui est apportée par l'ADMICAL. Le mécénat, c'est un don d'une entreprise ou d'un particulier à une activité d'intérêt général. Cet engagement peut être réalisé en argent, nature ou en compétences et concerner des domaines très variés, social, culture, santé, différents. Cette définition, c'est une définition qui est très primaire, très de base. Et effectivement, il y a toutes les notions que vous avez mis dans le chat qui sont à la fois l'éthique, la structuration aussi de ma stratégie de mécénat. Là, c'est pur et dur, c'est un don d'une entreprise d'un point A à un point B vers une association. C'est pas le cas. Il y a toute une stratégie qu'il faut faire en amont, penser, réfléchir à la fois avec les salariés, ça peut être des bénévoles, nos membres du CA. Mais la première chose, et on n'y pense pas forcément, c'est la structuration de notre projet associatif ou projet de structure. On peut passer à la slide suivante si c'est bon, Clara. Quel est mon projet associatif ou quel est mon projet de structure? Vous ne pouvez pas mettre en place une stratégie de mécénat efficace si vous n'avez pas identifié un projet clair associatif ou de structure. Ça ne fonctionne pas. Comme je vous disais, à part si vous avez évidemment un lien privilégié direct avec une personne et encore, les fois où ça m'arrive, ça ne fonctionne pas. Il faut de la matière et une structuration de projet, notamment le B à bas, quelle est l'identité de ma structure? Quel est mon positionnement, ma baseline, quel est mon credo, quel est mon leitmotiv, mes valeurs, mes missions, mes objectifs, mes idées concrètes. Ça peut paraître basique, mais c'est la première des choses à mettre en place avant toute structuration de stratégie de mécénat. Découle de ça des outils concrets. Aujourd'hui, les entreprises veulent des plaquettes génériques, plaquettes de mécénat, des rapports d'activité, des photos, des vidéos. Alors, vous allez me dire, oui, mais nous, on est une petite association, une petite structure. Aujourd'hui, vous avez des outils, notamment, je pense à l'outil Canva, qui est gratuit pour les associations, où vous pouvez faire des plaquettes simplement, efficacement, sans être graphiste, puisque le graphiste, effectivement, est un vrai métier. Tout le positionnement dans le paysage économique, social et politique. Et le quatrième volet, c'est comment bien défendre son projet avec notamment tout le travail du pitch. Le but, c'est de vous dire, vous rencontrez un potentiel financeur partenaire dans un ascenseur ou dans un couloir. OK, j'ai 1 minute 30 pour lui parler de mon projet si jamais, le cas échéant, je vois qu'il est intéressé. Donc voilà à peu près les quatre points dans l'évolution de la structuration de notre projet associatif ou de structure. Ça, il faut absolument une journée entière pour en parler, pour le travailler. C'est des ateliers pratiques. Voilà, c'est beaucoup de travail. Nous, ce projet de structure, il a été fait, par exemple, dans mon association sur 1 an et demi, avec des va-et-vient,
des questionnements, des refus, voilà, des remises en question. Et notamment, je voulais vous présenter aujourd'hui notre dossier de mécénat au sein de l'association qui englobe tout ce qui a été énoncé, en tout cas dans la slide suivante. Vous allez voir, c'est quelque chose qui est simple. Nous, on n'a pas de graphiste en interne. Voilà, cette plaquette, elle a été faite sur Canva, comme je vous disais. Donc, sur la première page, on avait effectivement notre baseline qui était ensemble faisant un pied de nez à la maladie. Et là, vous avez tout le détail de ce que je vous ai énuméré un petit peu auparavant. Donc, est-ce que tu peux revenir un petit peu avant, Clara? La slide d'avant, c'était notre positionnement. Alors, celle d'après, je te prie. Donc, clown en milieu de soins, un projet à visée humaine. Je vous explique. Ça, c'est notre positionnement aujourd'hui 2024 pour notre association. Quand je suis arrivée à l'association, il y a plusieurs années, ça fait 6 ans maintenant, et il y a encore avant, le positionnement, c'était de dire les pauvres petits-enfants à l'hôpital, ils ont besoin de réconfort, du coup, donner pour qu'ils aient, entre guillemets, un quotidien égayé. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça notre axe. Aujourd'hui, c'est nous défendons un métier qui est clown professionnel en milieu de soins. C'est un vrai métier avec une expertise, avec des formations, avec une psychologue qui les suit. Aujourd'hui, il faut, peut-on zoomer un petit peu, on demande. Aujourd'hui, il nous faut des fonds pour pouvoir faire ces interventions de clown en milieu de soins professionnel. Voilà. C'est pas du tout le même axe. Et d'ailleurs, quand à l'époque, l'axe était je donne pour les pauvres petits-enfants à l'hôpital, les fonds étaient moindres puisque c'était oh ben, je donne pour des clowns bénévoles, c'était très très obscur. Aujourd'hui, quand je dis que les clowns stéthoscopes, les clowns professionnels en milieu de soins sont payés avec des cachets d'intermittents du spectacle, ça a tout de suite un autre coût. Aujourd'hui, nous, un mois de clown à l'hôpital dans un service pédiatrique, c'est 2 000 euros. Voilà, des, des positionnements en termes de stratégie de financement qu'on a repensé. Tous les termes que vous voyez sous clown en milieu de soins, ce sont nos valeurs. Alors là, on en a longuement discuté, qui sont le respect, les relations authentiques, la bienveillance et le prendre soin. Nous, notre valeur principale, c'est le prendre soin. Autant prendre soin du personnel soignant, des bénéficiaires, enfants, famille. Et moi, ce que je dis toujours à mes partenaires, c'est de dire nous prenons soin jusqu'au dernier chaînon de la relation, qui est de prendre soin de la relation partenariale, prendre soin de nos partenaires. Voilà. C'est pour ça que nous, dans la mesure du possible, mais nous, au Clown Stéthoscope, je rencontre tous les partenaires en physique. On a parlé d'éthique, par exemple, dans le chat. Nous ne pratiquons pas le démarchage commercial. Nous, c'est écrit en gros sur notre site Internet. Ce sont des choix. Il y a d'autres associations, d'autres structures qui achètent des fichiers, qui font du démarchage. Nous, en termes d'éthique, au sein de notre structure, on a dit, ben voilà, on écrit en go, les clowns stéthoscopes ne pratiquent pas le démarchage commercial. Les missions qui sont claires, le constat qui est très important de pourquoi vous donnez. En fait, vous allez voir que un peu plus tard, on va parler des fonds de dotation et des appels à projets. Aujourd'hui, si vous n'avez pas un constat qui est clair et identifié, les structures du type fondation, fonds de dotation et autres associations qui ont des appels à projets ne regardent même pas votre dossier parce que le constat n'est pas clair, n'est pas bien défini. Ensuite, on peut aller à la slide suivante. Alors, les actions concrètes, comme je vous ai dit, donc qu'est-ce que l'on fait, quelles sont nos actions concrètes, et ensuite tout ce qui est enjeu. Ça, c'est des enjeux qui sont sur le territoire français de base, les enjeux financiers, images, sociétaux, RH et d'ancrage territorial. Et comment nous soutenir? On va voir avec avec les fiches amicales que je vais vous présenter après, qu'il n'y a pas que le mécénat financier et parfois les associations ou les structures n'en ont même pas conscience. Donc, on va les énumérer un petit peu plus tard. On peut passer à la slide suivante si c'est bon. Alors, je vais vous donner quelques chiffres et données sur le mécénat en France avec une source Admical. Admical, si vous ne savez pas ce que c'est une association qui existe depuis une quarantaine d'années qui est en charge du développement du mécénat sur le côté volet d'entreprise. Alors, on peut passer, pour vous donner une tendance. Alors,
Aujourd'hui, on est en 2024, on n'a pas encore le recul, ça devrait être pour l'année prochaine sur le post-Covid. Mais si vous voyez le premier graphique, par exemple, qui va jusqu'en 2021, le Covid ayant commencé en 2020, sur la partie entreprise, il n'y a pas eu de rupture dans l'évolution des chiffres du mécénat. Donc, c'est plutôt positif. Vous voyez, on était à 105 cas en 2020, 108 cas en 2021. Donc, il faut rester positif au niveau de ce côté-là. Et 2025, on aura les chiffres sur le post-Covid au niveau des entreprises. Si vous regardez les tendances, les entreprises qui donnent le plus en France sont les très petites entreprises, mais effectivement, leur contribution en valeur est modeste. Dans la structuration donc de stratégie de mécénat, ça peut être une question qui est soulevée. Vous avez des structures ou des associations qui disent, ben voilà, nous aujourd'hui, on préfère avoir, je vous dis une bêtise, 100 très petites entreprises qui nous soutiennent à hauteur de 100 ou 200 euros. Parce que, alors déjà, ça peut être des très petites entreprises locales, donc il y a un lien particulier, un lien privilégié où on peut se rencontrer, se croiser, voilà. Plutôt que d'avoir, par exemple, une très grande entreprise qui va vous faire un don de 20 000 euros. Super, la très grande entreprise, vous allez avoir qu'une relation partenariale à soigner tout au long. Le fait est, c'est que si jamais cet acteur ou cette entreprise fait faillite, vous avez 20 000 euros en moins sur votre budget. Alors que sur les très petites entreprises, parfois, vous dites, ben voilà, si j'en perds deux, ça me fait que 200 ou 300 euros en moins dans mon budget. Ça, c'est des questions en interne qu'il faut se poser sur quelle est ma stratégie, qu'est-ce que je veux. Ça peut être un cumulé des deux. J'ai 100 très petites entreprises qui me soutiennent à hauteur de 100 ou 200 euros et une grosse qui me soutient à hauteur de 20 000 euros. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Alors, les domaines prioritaires qui restent toujours inchangés sur les tendances. Le premier, c'est l'éducation suivie de très très près par la culture et patrimoine. Ça nous intéresse, d'autant au pôle culture et santé. La santé arrive qu'en quatrième position. On a le social. Donc en fait, on est quand même sur des structures sociales, culture et santé qui sont dans les top 1 des, des domaines où les mécènes entreprises donnent le plus. Et ça, c'est inchangé depuis des années. Je vous parlais des différents types de soutien. 88% du mécénat sur les entreprises en France est effectivement du mécénat financier, mais pas que. Il y a également tout ce qui est mécénat en nature. Qu'est-ce que le mécénat en nature du type, nous, par exemple, dans notre association, on est partenaire avec une entreprise d'imprimerie qui, tous les 2 ans, me dit, ben voilà, du mécénat en nature, je vous offre 3000 plaquettes pour votre association en échange d'un reçu fiscal ou non d'ailleurs. Et 7% de mécénat de compétences. Le mécénat de compétences, c'est de plus en plus en vogue en ce moment. Ce sont souvent des très, très grosses entreprises du type AXA, Orange, EDF, qui mettent à disposition durant un temps donné un salarié. Ça peut être un début de carrière, c'est extrêmement rare. Un milieu de carrière, mais ce sont souvent des fins de carrière sur des mécénats de compétences qui vont de 1, 2 ou 3 ans. Nous, au Clown Stéthoscope, on a eu la chance d'avoir il y a 6 ans un mécénat de compétences qui a été délivré par la société AXA sur 1 an sur la recherche de mécénat, qui est aujourd'hui notre président, et c'est un milieu de carrière. Et l'année prochaine, on va avoir un renfort au sein du mécénat également, qui est une bénévole chez nous et qui va faire une fin de carrière sur 3 ans. Voilà à peu près les différents types. Alors, ce que je vous disais, les impacts de la crise sanitaire. Aujourd'hui, il y a 32% des entreprises mécènes qui sont impactées, mais impactées, on s'attendait à pire, ce que j'ai envie de dire. Donc, il faut rester positif. Ce que vous voyez sur le petit graphique de droite, c'est malgré tout les perspectives à 2 ans qui restent positifs sur 2021, 2022, 2023, puisque 74% du budget reste stable pour les entreprises mécènes. Budget en augmentation, même légère de 19%, et vraiment les budgets en diminution, c'est que de 3%. C'est une tendance, c'est-à-dire qu'on n'a pas les chiffres définitifs, mais du coup, ça reste plutôt positif pour nous, les structures qui vont aller vers des stratégies de recherche de financement vers les entreprises.
L'autre slide. Alors, le mécénat de compétences, comme j'ai expliqué en petit focus, qui depuis 5 ans est en grand boom. Donc, notamment si vous avez besoin de, voilà, moi, au sein de ma structure, je n'ai pas les moyens de me payer, et c'est majoritairement le cas, un chargé ou une chargée de développement ou mécénat. Voilà, est-ce que je peux aller toquer sur des entreprises qui pourraient m'apporter cette ressource en interne grâce au mécénat de compétences. Sur le mécénat culturel, également un petit focus où vous avez les grandes tendances, à savoir que la musique et le spectacle vivant sont toujours top one aussi sur les entreprises qui financent. Voilà, à peu près. Après, ça, c'est la dernière slide avec les chiffres sur on me demande souvent, quelle est la quote-part des entreprises mécènes aujourd'hui en France. Donc, on voit la Nouvelle-Aquitaine, vous avez des régions qui donnent beaucoup plus, comme tout ce qui est Pays de la Loire, et à contrepartie, par exemple, en Corse, où c'est très, très limité. Aujourd'hui, 5,57% des entreprises en Nouvelle-Aquitaine sont mécènes, en pensant qu'on s'approche plus d'un chiffre de 9%, puisque vous avez aujourd'hui des entreprises notamment des très petites entreprises, qui ne demandent pas de reçus fiscaux pour 50, 100 euros, 20 euros. Ça représente aujourd'hui en France un montant de dons, comme vous pouvez le voir, de 3,6 milliards d'euros environ. On peut passer à la slide suivante. Alors, le panorama des différentes sources de financement. On va refaire un petit appel à contribution dans le chat. Vous pouvez, alors, ouais, vous pouvez mettre dans le chat, et on va mettre également un lien normalement avec Clara. J'arrive avec le lien. Ouais. Alors, là, vous pouvez énumérer, pareil, allez-y, lâchez-vous sur, selon vous, alors, les appels à projets, bien évidemment, c'est une source de financement. Là, allez-y, les fondations, absolument. La CAF, oui. Les fonds de dotation, absolument. Là, allez-y, hein, c'est le FDVA, le Fonds de développement de la vie associative, oui, absolument. Le REAP, oui, qui est un appel à projet par enfant de la CAF. Les mairies, oui, absolument. Le conseil départemental, oui. Conseil régional, absolument. L'ARS, DRAC, absolument. Sur le côté ARS santé, DRAC culture. Les fondations, oui, fondations, fonds de dotation, absolument. On va rester avec le chat, hein, ça sera plus facile. Les associations, absolument. Ce qu'on appelle les clubs services, les Rotary, les philanthropes, absolument. Les mairies. Je crois qu'on arrive. C'est parfait, vous avez pratiquement tout dit. Ah si, il y a une source, il y a deux sources à laquelle vous n'avez pas pensé. Il y a les entreprises qu'on vient de. Club d'entrepreneurs, oui, absolument, Cyrielle. On va laisser encore. Fonds leader, oui, oui. Super. On va passer à la slide suivante. Effectivement, oui, les particuliers. Merci, Émilie. Vous avez oublié les particuliers. Alors, du coup, j'ai rangé le panorama des différentes sources de financement en différentes catégories, mais ça va beaucoup, beaucoup plus large. Donc, vous avez effectivement tout ce qui est subventions publiques. Les subventions publiques, c'est à différents niveaux. Donc, comme vous m'avez dit, la ville, conseil départemental, la région, les fonds européens également au niveau plus large. Le fonds PEPS, FDVA, voilà, il y en a plein. FDVA, donc c'est le fonds de développement à la vie associative. Il y a quelqu'un qui l'a mis dans le chat. Et le fonds PEPS, c'est un fonds qui dépend de l'État et qui aide à prendre une quote-part, notamment sur tout ce qui est sur les intermittents du spectacle. Voilà. Aujourd'hui,
voilà, ces subventions publiques, donc il faut toujours penser qu'en amont, on a sa structuration de projet, on sait ce qu'on veut, on sait où on va. La deuxième étape, une fois que tout ça est structuré, c'est du coup, quelle est ma stratégie dans ma recherche de financement? Sur les subventions publiques, si par exemple, vous n'avez pas d'intermittent du spectacle au sein de votre structure, inutile de vous dire qu'il n'y a pas besoin d'aller vers le FONPEPS. Si vous avez un rayonnement purement au niveau de votre ville et un tout petit projet, voilà, est-ce qu'il faut aller taper au niveau de la région? C'est des questions qu'il faut se poser en interne pour ne pas perdre de temps. Aujourd'hui, inutile de vous dire que les subventions publiques, les fonds publics sont en légère baisse, voire plus grosse baisse, et que les dossiers sont de plus en plus costauds. Le but, c'est toujours dans cette stratégie de financement d'articuler quel est mon ratio temps-argent. C'est très important parce que, notamment sur tout ce qui est associatif, au début, on est très motivé et si on fait plein de dossiers, qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de retour ou des refus ou qu'on ne rentre pas dans les cases, c'est toujours très, c'est déconcertant et le but, voilà, c'est à la fois, bien sûr, il y a des refus dans la vie, mais de continuer à avancer sur ce point-là. Tout ce qui est mécène privé, alors du coup, j'ai englobé donc les entreprises, personne n'a marqué dans le chat, mais on en a parlé avec l'Admical, les entreprises aujourd'hui sont un des plus gros pôles de financement sur les associations et les structures. Les gens ont eu très peur pendant le Covid en se disant, oui, ça y est, tout se casse la figure, on n'aura plus de structures entreprises qui nous aideront, puisqu'effectivement, il y a des entreprises qui ont fermé, il y a eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Il faut penser que la crise aussi a profité à d'autres entreprises. Nous, par exemple, au sein de l'association, on a une nouvelle entreprise qui a émergé pendant le Covid. C'était une entreprise de bâche de piscine qui, alors ça peut paraître complètement anecdotique, mais qui a explosé puisque pendant le Covid, ben, il y a eu énormément de gens, puisqu'il y a énormément de gens aussi qui ont gardé des salaires et qui ont fait des travaux, qui ont acheté des cuisines à Ikea, qui ont, voilà, tout ce genre de trucs, et qui ont creusé des piscines. Donc, cette entreprise nous a explosé, par exemple, et a dit, mais nous, ça nous a profité tellement, donc on vous fait un don supplémentaire. Tout ce qui a été le domaine de l'alimentation, la grande distribution a aussi beaucoup augmenté. Donc, nous, c'est des stratégies qu'on a eues en interne aussi, de dire, ben voilà, on a des entreprises qui nous soutiennent depuis des années, on leur dit qu'on est toujours là pour eux, mais on va les laisser souffler. Mais la crise a profité à d'autres entreprises. Donc ça, alors comment le distinguer du sponsoring? On va faire à la fin alors comment distinguer? Oui, on va faire un échange à la fin. Donc n'hésitez pas à marquer vos différentes questions dans le chat, hein. Donc on prendra avec Lara le temps de répondre à la fin. Donc tout ce qui est entreprise, les particuliers, oui, il y a quelqu'un qui l'a noté. Tout ce qui est campagne de dons. Aujourd'hui, vous avez des outils comme par exemple les Loasso, qui est une entreprise en plus girondine, qui met à disposition des outils totalement gratuits pour les associations pour les collectes de fonds. Vous avez maintenant un outil pour faire les adhésions gratuitement. Voilà. Il y a toute une stratégie à voir par rapport aux collectes de fonds qu'on pourra voir ensemble également sur la formation l'année prochaine. Les clubs services, effectivement, vous avez mis les clubs de type les autres associations. Donc, c'est des associations philanthropes qui récoltent des fonds pour d'autres associations ou d'autres structures du type les Rotary, les Agora, les Lions Club. Le souci de ces entités, c'est qu'ils sont sollicités en permanence et que souvent, tous les ans ou tous les 2 ans, ils changent d'association. Donc, si par exemple, vous avez un projet à financer sur un an, c'est super parce que vous vous dites, ben voilà, super, j'ai mon projet qui, grâce au Rotary Club, est financé. Si par exemple, dans des structures comme la nôtre, vous avez 19 salariés, c'est compliqué parce que nous, tous les ans, il faut qu'on recherche des nouveaux fonds sur ces clubs services. Donc, voilà. Aujourd'hui, les clubs services, ils sont tellement sollicités que souvent, il faut que vous ayez un lien avec un adhérent en interne. C'est beaucoup plus facile parce qu'ils sont sollicités en permanence et que c'est pas, ils n'ont pas des territoires extensibles.
Tout ce qui est action solidaire, je ne sais pas si vous l'avez noté, je ne l'ai pas vu. Très important, les stands d'information, les bénévoles, les kermesses, les lotos, les tombolas. Alors, attention, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, au sein de ma fédération, par exemple, j'avais des associations dont le modèle économique était financé uniquement ou à 90% sur les actions solidaires. Inutile que vous dire que pendant le Covid, vu qu'il y a eu zéro action solidaire, ce sont des structures qui se sont cassées la figure ou ça a été très compliqué de remonter. Aujourd'hui, dans un contexte de Covid, de tout ça, les actions solidaires peuvent ramener énormément d'argent, mais conseil, ne miser tout ou tout en partie de sa stratégie de mécénat, ça peut être dangereux. Typiquement, aujourd'hui, nous, c'est une journée, alors à Bordeaux, où là, il pleut des cordes. Hier, j'avais un cross solidaire avec des équipes scolaires. Les scolaires ont décidé de le maintenir. J'en ai eu un il y a 3 semaines qui a été annulé. Voilà, c'est ce genre de choses où, avec la météo, le Covid, moi, aujourd'hui, tout miser sur les actions solidaires, ça peut être compliqué. Par contre, ce sont des actions qui peuvent ramener énormément d'argent. Pareil, on revient toujours sur la même chose. Quel est mon ratio temps-argent? Typiquement, vous avez un stand d'information dans tel salon où la place vous a coûté, je ne sais pas, 1 000 € et vous avez vu, il y a 3 bénévoles qui sont 10 heures sur la journée et qui ramènent, je vous dis une bêtise, 100 €, c'est super démotivant. Donc, comment avoir des actions solidaires qui s'inscrivent dans le temps et effectivement où le temps ratio argent est intéressant. Et le quatrième et gros volet, j'ai mis fonds de dotation, fondation, appel à projet. Aujourd'hui, pareil, vous avez des structures qui disent, moi, je mise tout sur les appels à projets, les fonds de dotation, les fondations. Sur des budgets prévisionnels, vous avez voilà, des structures qui disent, ben voilà, moi aujourd'hui, je mets 30 000 €, j'espère avoir 30 000 € sur les fondations, fonds de dotation, appel à projet. C'est oui, mais il faut penser toujours que vous pouvez avoir zéro sur ce type de rentrée d'argent. Alors, vous pouvez la jouer comme ça, mais c'est toujours, moi, je le trouve très dangereux. Ça peut être un complément, c'est-à-dire que vous vous dites, ben voilà, moi aujourd'hui, ma ville me soutient depuis 5 6 ans, j'ai des mécènes privés solides et je fais 1 ou 2 actions solidaires. Si j'ai le temps, je peux tenter effectivement de faire des appels à projets, des appels à projets fondation et fonds de dotation. Si vous misez tout sur ça, ça peut être dangereux parce que vous pouvez avoir effectivement un retour de zéro. Aujourd'hui, les appels à projets sont de plus en plus compliqués, les dossiers sont de plus en plus lourds et ils vous demandent de plus en plus de pièces justificatives, notamment. Là, nous, on a remporté un appel à projet cette année. On a eu tout un travail énorme à faire sur le contexte. Quel est mon contexte? Ils vous demandent le type de bénéficiaire précis, photos, vidéos, témoignages. Aujourd'hui, les appels à projets sont de plus en plus, voilà, compliqués. Et en tout cas, le but, c'est de vous accompagner sur comment rédiger un appel à projet au mieux sur cette formation qui aura lieu l'année prochaine. Notamment, voir ensemble le travail sur tout ce qui est le constat. Puisque aujourd'hui, si vous avez un appel à projet où il n'y a pas de constat, il ne regarde même pas votre dossier parce que c'est une des parties les plus importantes dans la rédaction de ce type de dossier. On peut aller un peu plus loin. Voilà. Donc, la résultante de tout ça, et j'espère que voilà, vous l'avez compris, c'est quelle stratégie de mécénat et de financement ma structure met-elle en place en adéquation avec mon projet, mes valeurs, mon positionnement. Dans les slides de l'aide amicale, on a vu que qu'est-ce qui pousse en fait les entreprises à donner souvent, c'est l'ancrage territorial. Et le top 1, c'est les valeurs. Quelles sont mes valeurs? Est-ce que si je donne à telle entreprise, on a des valeurs communes, un projet commun? Donc vraiment, vous avez vu que c'est pas du tout se lancer à fond dans la stratégie financement de structure. C'est d'abord tout poser à plat, se recentrer, avoir un projet qui tient la route, savoir le présenter, savoir voilà le défendre, et après, dans un deuxième temps,
construire une stratégie de financement qui est voilà, solide, réfléchie, mais tout ce travail-là, ça prend un an et demi. C'est un vrai métier, un vrai travail qu'il faut faire en interne. Donc voilà, je vous remercie en tout cas pour, encore une fois, c'est un balayage exhaustif et très large qui est fait. Mais le but, c'est que c'est une formation qui se tiendra sur 3 jours. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de termes et surtout beaucoup, beaucoup d'ateliers pratiques. Parce que vous avez des structures qui ont 0 projet associatif et il y en a qui sont très avancées. Donc, le but, c'est que tout le monde ressorte avec à la fois des outils concrets, une stratégie de mécénat solide en tout cas, et un projet de structure ou associatif. Chloé, on commence à avoir quelques questions. Étant donné le nombre qu'on est, je vous invite soit à appuyer sur le petit bouton lever la main que vous devez avoir sur Zoom pour pas qu'on ait un brouhaha où tout le monde prenne la parole en même temps. Et sinon, vous pouvez aussi les mettre dans le chat. Il y avait une question d'Antoine qui posait la question de savoir est-ce que tu peux préciser qu'est-ce que un constat? Comment Ah est-ce que oui, tu le définirais? ben oui, merci Antoine. Alors le constat, c'est quel est le constat en fait sur votre projet? Je vais vous donner un exemple concret. Nous, par exemple, notre constat générique sur notre association, c'est avant ses 15 ans en France, un enfant sur 2 est hospitalisé. Voilà, ça c'est le constat global de notre structure. On a développé aujourd'hui un nouveau projet sur l'hospitalisation à domicile. Le constat, c'est de dire, aujourd'hui en hospitalisation à domicile, par exemple, il y a la moitié des enfants, c'est du soin palliatif. Du coup, c'est très compliqué d'avoir des projets culturels sur du soin palliatif si c'est des structures qui ne sont pas professionnelles. Voilà, c'est quel est le constat par rapport au projet que je défends, par rapport à ma structure. Mais le constat peut être très mince ou assez large. Plus il est large, plus il est précis, plus les appels à projets sont friands de ça, en tout cas. On a une autre question qui était posée tout à l'heure, mais non, tu avais répondu. On a une autre question en effet qui dit, dans le cadre d'un projet culture et santé, doit-on nécessairement être porté par l'ARS pour obtenir un financement? Alors ça, je vais y répondre, je te propose. Je ne sais pas exactement ce qui est entendu par être porté par l'ARS. De manière générale, enfin, un projet culture et santé, ça ne veut pas dire un projet financé par la politique publique culture et santé. Donc, il y a d'autres leviers de financement sur lesquels certains, parfois, il y a l'ARS, mais parfois, on va être sur des logiques de financement complet sur des projets qui ne sont pas en lien avec l'ARS. Et il n'y a pas de problématique là-dessus. Je ne sais pas si ça répond à la question, Cyrielle. Ok. Alors, on a plusieurs autres questions. Est-ce que tu peux préciser la définition d'un fonds de dotation, s'il te plaît? Oui, alors fonds de dotation, c'est souvent les plus grosses importances sont des fonds de dotation d'entreprise où en fait c'est une manière de centraliser sur les chiffres admicales, on l'a vu aussi, c'est vos entreprises mécènes vous donnent en direct ou à travers une structure. Et souvent les grosses entreprises du type, hein, je vais vous dire, nous aujourd'hui dans le Nouvelle-Aquitaine, c'est beaucoup les entreprises au niveau du vin, par exemple, où ils ont des fonds de dotation, où ils centralisent tous les projets, tout ce qui est défiscalisation, c'est des grosses structures et du coup, ça passe à travers une structure et c'est pas du don direct. Après, vous pouvez avoir, alors, si vous avez de la chance, vous pouvez avoir la double chance, c'est-à-dire la structure vous dit, ben moi, je donne direct, par exemple, je vous dis Château-Aubryon, je vous donne directement 10 000 € et je passe par mon fonds de dotation Château-Aubryon. Donc voilà, ça fait 2 différents types de structures. En pensant que souvent sur les fonds de dotation, quasi 100% du temps, vous avez des chargés de mécénat ou des chargés, alors ça peut être RH ou communication, ça dépend, qui sont en charge uniquement de ces questions-là, sur les questions RSE, sur les questions de mécénat, relation avec les associations. Voilà, ça permet d'avoir quelque chose de plus structuré et plus professionnel. Alors que vous avez des grosses structures qui n'ont pas de fonds de dotation et qui, eux, effectivement, parfois, moi, je suis en lien, oui, avec soit la RH, soit la communication sur des questions de dons par rapport aux associations.
On a une autre question sur, dans le cadre du mécénat en nature, est-ce qu'on peut faire appel à des fournisseurs, à ces fournisseurs, et notamment par rapport aux enjeux de risque de conflit d'intérêts? Euh, oui, c'est possible. Alors, de toute façon, je vais vous dire absolument. De toute façon, le conflit d'intérêts, il est partout. Et ça, effectivement, dans la stratégie, il faut être très prudent par rapport à ça. Aujourd'hui, nous, par exemple, on a une mutuelle qui nous soutient, qui est partenaire depuis des années, euh, c'est un don d'entreprise. Au niveau de mon éthique, de ma relation avec mon partenaire, je ne vais pas, mais encore une fois, c'est une question qu'on peut se poser en interne, ça dépendra de la relation avec son partenaire. Aujourd'hui, je ne fais même pas un appel à projet sur un autre projet, par exemple. Nous, ça va jusque-là. Il y a même des conflits d'intérêts entre parfois des assurances et des mutuelles, puisque aujourd'hui, il y a même parfois des conflits d'intérêts sur des partenaires entre des banques, des mutuelles et des assurances, puisqu'aujourd'hui, tout se recoupe. Et par exemple, s'il y a des grosses associations, grosses structures, ils peuvent vous dire, oui, ben nous, aujourd'hui, on fait banque, mutuelle et banque mutuelle. Du coup, ben, vous n'allez pas voir ailleurs en matière de recherche de financement. Comme vous avez des grosses structures qui, par exemple, ont trois mutuelles qui les défendent. Ça, c'est vraiment le conflit d'intérêts, c'est très, très, très touchy et ça dépend de la relation avec votre partenaire. Vous avez aussi, on n'en a pas parlé, mais vous avez des conventions de partenariat où c'est écrit noir sur blanc. Vous avez des conventions de partenariat où c'est pas écrit, mais on vous le fait comprendre de manière un peu tacite en rendez-vous ou voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra voir effectivement, tout ce qui est conflit d'intérêts, parce que c'est quelque chose qui est voilà, à prendre avec des pincettes et parce qu'on peut effectivement vexer un partenaire et c'est pas du tout le but. Et en général, après, par rapport au conflit d'image, d'intérêt, de dire ah ben telle structure, ils se font pas suivre, ils vont gratter partout, bah, du coup ils nous ont perdus, quoi. Donc voilà. C'était une super question, le conflit d'intérêt. Il y avait Olivia, tu as levé la main, et après il y avait une autre question. Vas-y, Olivia. Une Est-ce caméra quand que, même, mais ouais, est-ce que tu oui, peux je te remets mon son de présenter, caméra. s'il te plaît? Oui, alors Olivia, moi je travaille pour l'association Interstice, qui est l'équivalent, l'homologue du pôle culture et santé Nouvelle-Aquitaine en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et notamment, j'ai des missions sur les questions de partenariat privé et de mécénat pour l'association et pour le compte de nos adhérents également. Et cette question du conflit d'intérêts, mais merci d'y avoir répondu, elle concerne aussi le fait de est-ce qu'on peut faire appel à ses propres fournisseurs pour aller chercher de l'aide. C'est-à-dire, quand vous parliez tout à l'heure de la plaquette qui est donnée tous les, non, de l'impression de la plaquette qui est proposée tous les 2 ans, est-ce que c'est votre imprimeur habituel? Par exemple, vous parliez d'une mutuelle, est-ce que c'est votre mutuelle professionnelle ou est-ce comment on fixe les limites de tout ça? Super question, merci Olivia. Alors, l'imprimeur, par exemple, on a eu le contact, si vous voulez, en interne, donc c'est une prise de contact. Aujourd'hui, c'est que du bon sens en fait et de l'intelligence, vous allez voir. C'est-à-dire que nous, ça faisait 2 ans qu'ils nous donnaient des plaquettes. Et cette année, on s'est dit, ah ben, comment on peut lui rendre un peu l'appareil avec notre, parce que les plaquettes, autant vous dire que ça vaut énormément d'argent. Comment nous, avec notre structure cette année, bon, on a un peu moins d'argent, mais par exemple, on lui a commandé 4 kakémonos pour la promotion. J'ai été le voir, je l'ai remercié. Voilà, c'est toute une question de logique. La mutuelle, c'est pareil. La mutuelle qui est partenaire avec nous, par exemple, c'est ma mutuelle à moi en tant que salarié. C'est pas la mutuelle des intermittents en interne, mais c'est ma mutuelle en tant que salarié. Et dans notre convention de partenariat, il est noté que la chargée de mécénat a souscrit avec son association Les Clowns Stéthoscope à la mutuelle temps. Donc oui, effectivement, c'est une construction en interne. Alors, je ne dis pas si j'avais été à une autre mutuelle, peut-être qu'il se serait pas vexé. Bon, il se trouve que j'étais déjà à cette mutuelle, donc tout va bien à ce niveau-là. Mais et dès qu'on a eu ce partenariat, effectivement, c'était de dire que la permanente, qui est au régime général, en l'occurrence, je suis la seule pour l'instant dans l'association, souscrit à cette mutuelle. Nous, ça nous coûte 600 € par mois. Et en termes d'image et en termes de relations partenariales, ça aide. Oui, effectivement. C'était voilà. Donc, c'est de l'intelligence partenariale, en fait. Je dirais plus que des règles strictes, que des règles strictes. Voilà.
Ok, Merci Olivia. merci. On a une question, enfin, on a deux questions. La première, avez-vous déjà été freiné par le manque de temps des hôpitaux pour la demande culture et santé en Nouvelle-Aquitaine? Alors, Ambre, est-ce que c'est possible de préciser la question? Peut-être que je peux parler. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Très Oui? bien. Très bien. Oui, très bien. Bonjour. Donc, moi, je suis artiste, comédienne, auteure, metteuse en scène pour la compagnie en création. Je mène actuellement un projet culture et infertilité qui va prendre vie le 30 novembre. Et en fait, on s'est retrouvés dans une situation un peu... Enfin, pour moi, c'est la première fois que je travaille en partenariat avec la santé. Au-delà du fait je suis dans une structure qui n'est pas conventionnée, donc qui n'est pas forcément dans les normes établies pour pouvoir bénéficier de ces subventions, l'hôpital enfin, le service gynéco est complètement sous l'eau. Et en fait, ils adorent le projet, mais en fait, ils peuvent pas répondre humainement à tout ce projet parce qu'ils n'ont juste pas le temps, en fait. Et en plus de ça, bon, après, c'est encore une histoire, une autre question, mais c'est plus politique. L'hôpital de Brive avait été sanctionné pour un projet passé par rapport à culture et santé. Donc, en fait, les dossiers avaient été refusés, les nouveaux dossiers. Donc, en fait, ils sont un peu frileux aussi de faire cette démarche parce qu'ils se disent, on va le faire, mais finalement, derrière, on va nous dire non. Donc, bah, du coup, ça nous passe complètement sous le nez à cause du temps et puis aussi à cause de raisons politiques. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà été confronté à ça, en fait, le personnel médical qui est sous l'eau, en fait, et qui peut pas répondre à ces demandes. Je peux peut-être déjà apporter aussi des éléments. Tu verras, Chloé, si tu as des choses à ajouter. Mais cette question du temps disponible, elle est fondamentale. Oui, on la trouve tout le temps. Elle est très vive en ce moment. Et pour autant, en fait, enfin, moi, ce que j'entends, c'est à la fois le manque de temps. Bon, ça, c'est un fait. Et il y a des choses qui se mettent en place en fonction de la volonté aussi un peu politique hein, de porter des projets. Et puis après, en fonction de l'écosystème. Donc, tout l'enjeu aussi d'avoir et à la fois des gens, des soignants de terrain qui sont impliqués dans les projets, mais également la direction de trouver toujours cet équilibre pour embarquer. Et après, il y a la question du fait de se dire, bah oui, mais en fait, mettre du temps pour se dire qu'on ne va pas avoir les financements, est-ce que ce n'est pas décourageant? Là-dessus, ma collègue Capucine est présente aussi. Et c'est vrai que souvent, en rendez-vous conseil, quand on parle des financements, c'est aussi, et d'où l'enjeu de travailler sur ce sujet-là ce matin, c'est de se dire, en fait, il n'y a pas qu'un seul levier de financement. Et c'est pas parce qu'on n'a pas, en gros, le financement DRAC ARS Région, qui est sans doute souvent celui le plus connu, mais encore, ça dépend des types de structures, en tout cas pour la Nouvelle-Aquitaine, mais c'est pas parce qu'on n'est pas, soit qu'on ne l'a pas eu, soit qu'on n'y est pas, qu'on ne peut pas y prétendre, qu'il n'y a pas d'autre levier. Et il y a une réelle ingénierie de recherche de financement qui nécessite en tout cas de se dire que on ne peut pas s'arrêter qu'à un seul financement parce qu'en effet, c'est parfois un peu fragile, mais la capacité à venir avoir une stratégie qui permet d'aller sur deux ou trois financements différents qui va permettre de pouvoir lever ces freins. Alors on se dit oui, en effet, c'est une question de temps que ça prend, mais en fait, potentiellement, ces deux ou trois financeurs vont venir financer plus d'un projet potentiellement aussi derrière en fonction, donc ça peut être des leviers. Je sais pas Ok. si ça répond à... Oui, donc en fait, il faut trouver d'autres moyens quand on voit que c'est bloqué d'un côté. Oui, non, mais évidemment, c'est ce qu'on a fait. Oui, mais j'entends que c'est difficile en termes de posture et de rapport au temps et de mobilisation et que ça peut être décourageant, mais clairement, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut être assez réaliste aussi, en effet, et aller dans ces démarches-là, d'où l'enjeu aussi de s'équiper aujourd'hui pour faire face à aller chercher des financements privés, comme on le voit un peu là. Pardon, je monopolise, c'est après, je vous dérange plus. Je me disais, est-ce que ce serait pas à un moment donné pertinent que des structures associatives, compagnies artistiques, etc., puissent elles-mêmes faire la demande, que ce ne soit plus porté par les structures des hôpitaux qui sont sous l'eau, en fait, en termes de temps. Et ils nous l'ont bien fait comprendre.
Normalement, ça ne devrait rien changer parce que c'est porté administrativement par l'établissement de santé, mais les appels à projets, en l'occurrence, doivent être quand même remplis par les deux parties prenantes, même si le dépôt final se fait par la structure de santé. Mais le risque derrière, c'est qu'on ait des établissements qui sont encore plus désengagés si ça devait être entièrement Mhm. par les artistes. Moi, je suis pas certaine que ça serait stratégiquement, en tout cas, pertinent pour des réels projets de coopération. D'autant plus qu'encore une fois, en tout cas, les appels à projets, on est normalement censé être sur une réelle co-rédaction et qu'il y a pas mal de situations différentes qui s'opèrent. Mais en effet, administrativement parlant, aujourd'hui, c'est pour l'appel à projet de RAC ARS Région, parce que pour les autres financements, on n'est pas forcément dans ce genre de modalité. Et c'est aussi l'avantage, c'est-à-dire qu'on peut venir mobiliser différentes modalités en fonction des financements. Ouais, Ambre. Et puis, pas de panique, hein. Je vais vous donner un exemple très concret, le nôtre. Nous, sur toute la partie pédiatrie, c'est que moi qui vais chercher les fonds. Je passe même pas par le CHU ou par les autres structures de l'hôpital. Donc, c'est possible, hein. C'est possible. Il faut juste avoir les bons outils, les bonnes clés. Et voilà, il y a plein de financements qui existent, comme disait Clara. Vraiment, le conseil, c'est pas mettre ses œufs dans le même panier, quoi. Pas faire que des appels à projets, que de la fondation. C'est aller chercher d'autres sources ailleurs. Alors, c'est du temps, mais voilà, moi, je suis là pour vous aiguiller sur votre structuration de modèle économique. Mais nous, par exemple, je passe par aucun appel à projet. Je trouve d'autres financements aujourd'hui. Donc, c'est possible. Si c'est un message d'espoir, c'est possible. Parce Merci. qu'effectivement, non, mais et c'est la réalité de notre terrain. Par contre, effectivement, c'est vrai que ils sont sous, comme vous disiez, en termes de temps, de tout ça, c'est très compliqué aujourd'hui pour tout le monde. Mais voilà, le but, c'est de créer d'autres modèles économiques qui fonctionnent, hein, qui fonctionnent. Parce que nous, on est 19 salariés. Aujourd'hui, on peut se rémunérer correctement. Enfin, voilà. Donc, pas de panique, Ambre. Merci. Il y a une question également sur un EHPAD privé peut-il répondre à l'appel à projet de l'ARS Culture et Santé, établissement sanitaire? Faut-il absolument qu'il soit porté par un centre hospitalier public? Alors j'imagine que vous parlez ici de l'appel à projet DRAC ARS Région. Non, pas forcément. C'est pas uniquement des établissements publics qui peuvent y répondre, même si ça peut être des choses qui sont discutées en commission après sur des questions de priorité, d'organisation, en sachant que l'enjeu, en tout cas si on parle de cet appel à projet, c'est également que les établissements mettent un petit peu au pot financièrement à la hauteur de leurs ressources, mais qu'il y ait une participation des établissements. On Et pense. je précise également que là, on parle des EHPAD, et par contre, les EHPAD ne sont pas éligibles à l'appel à projet DRAC ARS Région en Nouvelle-Aquitaine. C'est pas le cas sur d'autres territoires, ça dépend, hein, je le précise parce que tout le monde ne vient pas de Nouvelle-Aquitaine ici. Mais en tout cas, pour la Nouvelle-Aquitaine, l'appel à projet DRAC ARS Région ne couvre pas les EHPAD. Sauf les EHPAD qui relèvent du secteur sanitaire via l'appel à projet du sanitaire. Donc ça, c'est des petites subtilités sur lesquelles on peut revenir en détail plus sur des temps individuels si vous le souhaitez, mais d'où l'enjeu également parce que en fonction des territoires, ce qui est couvert, pas couvert et dans quelle modalité peut différer. Donc c'est important de pouvoir identifier qu'il y a d'autres ressources que ces appels à projets notamment. Ouais, en pensant que sur la partie EHPAD, nous on intervient en EHPAD, donc je peux y répondre aussi. Il n'y a pas que ce prisme-là d'ARS, culture et santé, il y a plein d'autres prismes, encore une fois, mais qu'on verra plus tard parce que, bon, là, en 1 heure et demie, c'est très. Nous, par exemple, sur la partie EHPAD, il y a la fondation, il y a Petit Frère des Pauvres, par exemple, qui est très investi sur la culture en EHPAD. Vous avez tout ce qui est conférence des financeurs. Enfin, voilà, il y a plein d'autres champs et d'autres possibilités sur amener la culture dans les EHPAD. Alors, je vois. Il y avait une question sur la participation du personnel soignant dans les projets. Je propose, on pourra en parler à un autre moment, parce que là, on est moins sur la question du financement. En effet, c'est un sujet, on est toujours dans ce rapport au temps, mais ça fait peut-être l'objet d'autres échanges, parce qu'il y a de quoi en faire tout un temps d'échanges à ce sujet-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la question de la recherche de financement, sur des stratégies, les leviers? Moi, j'aimerais bien. Alors, est-ce qu'on arrive à faire ça? Vous pouvez faire des réactions normalement. Et je voudrais juste poser une question. Combien d'entre vous
Combien d'entre vous ont déjà fait appel à des financements privés pour leurs projets culture et santé? Si vous pouvez, dans la barre en bas, il y a un truc réaction. Vous pouvez mettre un petit pouce en l'air ou je ne sais quoi, juste pour avoir une idée de si vous êtes nombreux. Vous n'êtes pas très nombreux. Si, ça... Ah, si, si, ça arrive. Ok, super. Ouais, donc ça représente un petit peu de monde, mais on n'est quand même pas sur des nombres importants. Il y a une autre question sur la différenciation avec le sponsoring. Alors, le mécénat, comme on l'a vu, qu'est-ce qu'il peut... Olivier de Clown Ta Chambre. Donc, ce sont les clowns de l'Aréole que je connais. Nous, en fait, dans le cas des associations, on n'entre pas dans le cas de sponsoring. Sponsoring, c'est plus tout ce qui est mécénat, notamment avec sportifs. Le mécénat, c'est un don sans contrepartie, normalement. On verra aussi le travail des contreparties qui doivent être raisonnables. Voilà, c'est-à-dire que il y a toute une législation par rapport aux contreparties. Normalement, c'est le don sans contrepartie, c'est purement de la philanthropie et le reçu fiscal si demandé, parce que vous avez des entreprises ou des particuliers qui ne demandent pas aussi de reçu fiscal. Tout ce qui est sponsoring, c'est je donne par exemple 8 000 euros à l'association de, je sais pas, ou au Girondins de Bordeaux, en échange pour mon entreprise, je veux une loge, tant de places. Voilà, il y a une contrepartie avec un contrat de sponsoring qui est marqué, noté, signé. Voilà. Alors que dans le mécénat, ça peut arriver de ne pas avoir de convention de mécénat. Aujourd'hui, quand vous avez des gros partenaires, je vous conseille quand même de faire une convention. Je vous en montrerai une aussi, parce que ça permet de tout border, ça permet voilà, si vous voulez vous désengager ou qu'il y a des choses que vous n'avez pas aimé par rapport, je ne sais pas, à comment votre partenaire a communiqué sur vous ou n'importe quoi, ça permet de bien borner les choses. Alors, je suis d'accord, si vous avez, comme on a vu, 100 TPE qui vous donnent 100 euros, vous n'allez pas faire 100 conventions de mécénat sur ces petites entreprises. Mais quand même, c'est toujours bien d'avoir ces conventions de prête, le cas échéant. Je voudrais préciser aussi, et c'est important parce que c'est des choses que tu disais, Chloé, qu'en effet, il y a une articulation qui se fait entre les financements publics et les financements privés. Il y a des choix aussi qui s'opèrent en fonction de sa situation, de là d'où on part, de ce qu'on recherche, etc. Avec des codes qui sont pas complètement les mêmes, mais qu'on peut aussi, d'où tout l'enjeu aussi de les appréhender, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va chercher un financeur privé, comment est-ce qu'on maintient la relation avec un financeur privé, qui sont pas forcément exactement les mêmes, même s'il y a des choses qui s'en inspirent. Olivia? Oui, j'avais une question sur le discours de cause. J'ai trouvé ça intéressant d'entendre que l'association, elle avait fait le choix, par exemple, de changer son argumentaire et de Oui, passer d'une approche qui relève un peu de la charité et à une autre qui est sur la professionnalisation. totalement. Et que je me demandais, par exemple, dans l'argumentaire aussi de l'association, est-ce qu'il y a quelque chose sur le rapport aux soins, sur l'impact sur le soin, sur le thérapeutique, parce qu'on le voit arriver de plus en plus. Et voilà, est-ce qu'il y a quelque Absolument, chose que vous Olivia, pourriez évaluer? c'est une super question. Dans notre argumentaire, en fait, euh, dans la plaquette de mécénat, si on travaille ensemble, de toute façon, je vous la présenterai en détail, hein. C'est de dire, en fait, le public, souvent nos entreprises, souvent c'est marrant, ils nous disent, ah mais moi les clowns à l'hôpital, je connais. À chaque fois, je leur dis, vous avez 1 heure devant vous, 100% du temps, mais 100% du temps. Ah mais en fait, j'avais rien compris à ce que vous faisiez, 100% du temps. Donc bon, voilà, souvent, en gros, nous, ce qu'on dit, notre discours encore a changé, c'était dans un discours effectivement, comme vous disiez, un peu de charité, un peu de, oh les pauvres petits-enfants. Aujourd'hui, c'est la professionnalisation du métier. Et le deuxième gros argument, c'est nos bénéficiaires. C'est qu'on dit que nous, à l'hôpital, on est là pour trois entités très distinctes. On est là pour les enfants, mais pas que. On est là également pour les proches et la famille, qui sont souvent dans une détresse psychologique, qui n'ont pas les ressources, qui ont besoin de se changer la tête, vider la tête. Et pour le personnel soignant. Pour la partie EHPAD, on est là pour les résidents et pour les aidants.
également. Aujourd'hui, on fait même des formations sur les outils du clown. On a créé 2 formations sur les aidants et sur le personnel soignant. Donc oui, absolument tout le discours sur les bénéficiaires a changé. Et ce que je dis toujours, moi je dis j'ai 5 bénéficiaires, je n'ai pas que les enfants. Donc oui, hyper intéressant, Olivia. Mais vous voyez que enfin, tout ce travail-là qu'on a fait en amont, aujourd'hui, ça a permis, enfin nous en tout cas en interne, qu'on ait des plus gros investisseurs, plus gros partenaires, parce que effectivement, entre donner, entre guillemets, ça reste caricatural, mais entre donner la pièce pour que des clowns, on ne sait pas s'ils sont bénévoles ou quoi, aillent, alors que là, c'est des cachets d'intermittents du spectacle, il y a une partie de la formation qu'il faut payer, il y a une partie de la psychologue, enfin, c'est très, très, très détaillé. Donc oui, merci en tout cas Olivia sur cette remarque, oui. Il y a une remarque qui est faite aussi sur attention, le reçu fiscal n'est possible que pour les associations entreprises d'intérêt général, donc c'est un frein. Oui, absolument. Pour être sûr d'avoir un reçu fiscal, donc vous le savez peut-être tous en majorité, il faut faire une demande de rescrit fiscal. Aujourd'hui, en fait, vous avez des associations qui, de fait, ont un rescrit fiscal, peuvent éditer des reçus fiscaux. Tout ce qui est ouais, culture à l'hôpital, tout ce qui est les associations de protection d'animaux, tout ça en fait de fait peuvent éditer des reçus fiscaux. D'ailleurs, vous avez plein de petites associations qui n'ont pas le temps ou pas les moyens en interne pour faire des demandes de rescrits fiscaux. Aujourd'hui, faites-le, ça va vous prendre du temps, mais au moins vous serez carré, d'autant que maintenant, avant moins, mais sur des appels à projets, maintenant, ça arrive qu'on me demande tout ce qui est rescrit fiscal. Donc, voilà. Mais effectivement, ça peut être un frein. Vous avez raison, Robert. Nous, par exemple, notre fédération ne peut pas émettre de reçus fiscaux. C'est un frein aujourd'hui pour les dons d'entreprise et on n'arrive pas à mettre de stratégie en place parce qu'effectivement, c'est un frein. À savoir que, je ne sais pas si tout le monde est au fait sur ça, sur les reçus fiscaux, c'est 66% de défiscalisation sur le particulier, 60% pour l'entreprise. Donc, c'est pas rien, quoi. Il y avait une question sur qu'en est-il des entreprises à mission? Et est-ce qu'une SIC peut émettre des rescrits? Alors, moi, je peux répondre à la question de Oui. la SIC. Je ne sais pas si tu as des choses après sur les entreprises à mission. Sur les SIC, non. Nelly, pour une SIC, ce n'est pas possible d'émettre des rescrits fiscaux. Parce qu'on est une société, alors certes, à lucrativité limitée en tant que SIC, mais dans le secteur marchand. Et les entreprises à mission, peut-être Stéphanie, vous pouvez développer. Hop. La question, c'est est-ce que les entreprises à mission peuvent? Je ne sais pas si Stéphanie est toujours là. Si elle Oui, peut, c'est ça. C'est ça, effectivement. Ouais, Dans la mesure, elles partent sur un engagement social, elles l'intègrent dans non, leur statut, etc. c'est comme les SIC, c'est pas possible. Là, on est Ok, sur des questions qui sont liées, parce que ça, même si l'objet pour une entreprise à mission est un objet social, avant tout, parce que c'est comme ça qu'elles sont qualifiées, ça n'empêche que euh, pour pouvoir émettre un rescrit, on peut pas être dans le, c'est la question du secteur marchand en fait qui pose question. ok. Merci. Il y a d'autres questions. Par contre, elles peuvent intégrer un fonds de dotation, nous demande Olivia. Alors, tu veux sur vas-y, je t'en prie, comme tu fais ces partie. questions-là. Alors, quand tu dis intégrer, est-ce que la question, Olivia, c'est est-ce qu'elles peuvent aller solliciter un fonds de dotation ou est-ce qu'elles peuvent porter un fonds de dotation? Elles peuvent porter, en tout cas faire partie d'un collectif de fonds de dotation, donc financer des projets par l'intermédiaire d'un fonds de dotation. Oui. Ah, mais de toute façon, enfin, quelle que soit l'entreprise, que ce soit une entreprise à mission ou pas une entreprise à mission, elles peuvent financer. Il n'y a pas de problème. Après, c'est recevoir de l'argent qui est la question différente. C'est-à-dire que les personnes qui reçoivent les financements d'entreprise, elles, ne peuvent pas être ces structures sous ces statuts-là juridiques.
Oui, elle ne peut pas bénéficier des moyens d'un fonds de dotation, mais elle peut y participer, y contribuer et donc financer de l'action par l'intermédiaire d'un fonds de dot. Exactement. Et préciser aussi que c'est pas parce qu'on ne peut pas émettre de rescrit qu'on ne peut pas bénéficier de financement. Ça complexifie la donne, mais on peut. C'est juste que financièrement parlant, pour la structure qui finance, c'est beaucoup moins intéressant si elle n'a pas le rescrit. Mais il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas de blocage en pensant qu'il y a deux entités aujourd'hui qui ont des reçus fiscaux, donc particuliers entreprises. Il y a plein d'autres solutions. Les fonds publics, pas de reçus fiscaux. Tout ce qui est les clubs services, donc je vous ai parlé, les autres associations. Les associations n'ont pas de reçus fiscaux. Vous pouvez faire, moi je fais des attestations de réception de dons. Les actions solidaires, la moitié, trois quarts, pas de reçus fiscaux non plus. Donc voilà, c'est pour vous dire aussi, sur la partie vraiment particulier entreprise, ça peut être compliqué. Mais sur les autres volets, moi, les relations avec les plus clubs services, j'ai aucun reçu fiscaux. Juste des attestations de dons. Et sur les actions solidaires, les trois quarts, je n'ai pas de reçus fiscaux non plus. Donc oui, c'est possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore Oui, est-ce que on demandait le PowerPoint? Oui, le PowerPoint, on pourra vous l'envoyer par mail en suivant. Là, l'idée, alors c'est très rapide et c'est vraiment en mode introductif pour avoir des éléments un peu de contexte. Un peu, je pense que dans les éléments clés à retenir, il y a vraiment cette question du positionnement et de la manière d'amener les choses quand on veut aller chercher un financeur privé. Donc, ce que tu rappelais en tout début, Chloé, sur la question du projet, la capacité à présenter le projet, le constat, qui sont des éléments fondamentaux, encore plus dans le financement privé que dans le financement public, même si dans le financement public, c'est aussi un fait, mais c'est vraiment un élément clé. Quand on a pu voir un petit peu les chiffres, se rappeler ce qu'on disait aussi sur la question de la stratégie, de se dire ne pas forcément aller frapper qu'à une seule porte dans sa stratégie de financement globale, mais être en capacité d'identifier différentes pistes. Les différents leviers qu'on a pu évoquer tout à l'heure, qui nous donnent un petit peu une première vision. Chloé, elle va porter pour l'organisme de formation du pôle une formation de 3 jours sur ces questions-là, avec l'idée de pouvoir un peu détailler, notamment de travailler là. Alors, on sera sur des formations en présentiel et avec des petits groupes de travail pour être dans du très opérationnel et notamment sur la question de comment je travaille sur ma présentation, sur mon pitch, comment est-ce que je vais chercher des financements, comment est-ce que je construis le modèle économique, vraiment de manière un peu approfondie là-dessus, sur laquelle moi je viendrai également sur un temps de la formation pour reparler des financements publics. L'idée pour nous, et là je vais parler au niveau du pôle, sur les 2 prochaines années, on veut faire de la question de la recherche de financement et des modèles économiques une priorité, parce qu'on sait que c'est un enjeu fondamental. Donc on va essayer de venir débloquer un certain nombre d'espaces pour travailler sur cette question-là. Je vous mets, est-ce que ça marche? Ouais, je vous mets en lien dans le chat. Ah, alors, pardon, hop, voilà, je vous mets en lien dans le chat, du coup, le lien vers la formation sur la recherche de financement, si jamais ça vous intéresse d'aller un peu plus loin là-dessus. Et surtout, de ne pas hésiter à revenir vers nous au fil de l'eau quand vous en avez besoin, via des rendez-vous conseils qu'on peut faire soit en ligne ou en présentiel dans les bureaux du pôle ou là où vous êtes, pour qu'on puisse aussi venir sur des cas un peu singuliers y répondre. Parce qu'il y a eu une question tout à l'heure, notamment sur le lien entre les financements départementaux et les financements régionaux, etc. Ça, c'est des petites choses sur lesquelles on peut rentrer dans des détails individuels un peu plus s'il y a besoin. Voilà, est-ce que on est bon? Je regarde juste parce qu'il y a plein de pages. Alors, juste dans la mesure où on a la chance de pouvoir avoir cet événement-là dans le cadre d'un projet européen, je vais avoir besoin d'une petite capture d'écran pour prouver que ce temps de travail a bien eu lieu. Mais j'ai tout le monde qu'avec des noms, ce qui est un peu triste. Alors, s'il y en a qui veulent rallumer leur caméra pour faire une petite photo d'équipe, je suis preneuse. Ah, super, en plus on voit des têtes. Parfait. Bon, bah alors c'est parti, je lance, hein, comme ça on aura un beau sourire de tout le monde. Et en plus, ça veut dire que tout le monde écoutait très bien. Allez, c'est parti. Hop.
Super, j'ai la photo de famille, c'est top. Merci beaucoup tout le monde. Je reprécise également des petites choses, mais la newsletter, on fait état des financements. Alors encore une fois, c'est pas exhaustif. On peut pas aujourd'hui enfin, on n'a pas encore la capacité de trouver tous les appels à projets sur tous les secteurs qui peuvent toucher culture et santé. On travaille sur ces aspects-là. Venez nous contacter s'il y a besoin. Regardez dans la newsletter. Envoyez-nous des choses à diffuser si vous voulez qu'on les partage aussi. C'est vraiment cette volonté de travailler sur une démarche un peu collective aussi sur tous ces sujets parce qu'on est tous confrontés à la grosse difficulté de la baisse des financements publics et ça va pas complètement aller à Saint-Argent, hein, qu'on se le dise. Donc c'est comment est-ce qu'on va réussir collectivement à aller chercher des leviers pour continuer à faire vivre les projets, à en expérimenter, à tester des nouveaux formats aussi et à avancer là-dessus. Donc n'hésitez pas. Merci tout le monde. Pareil, si Merci vous beaucoup. avez, je vous enverrai un petit compte rendu, enfin déjà le support et puis un lien vers une évaluation un peu de ce temps de travail. C'est la première fois qu'on organise un temps court avec autant de monde. Donc preneuse de vos retours, n'hésitez pas, hein, les retours critiques nous feront aussi avancer pour savoir comment est-ce qu'on pense les formats à venir. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci.